Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ ou Q&A en bon français. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé de m'envoyer vos questions via un formulaire Google et j'en ai reçu pas moins d'une dizaine. Alors c'est pas la première fois que je fais une vidéo questions-réponses, mais c'est la première fois que je reçois autant de retours. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer une question et qui ont aussi pris le temps de m'envoyer leurs suggestions de vidéos pour 2025. Commençons maintenant par la première question que j'ai reçue. Est-ce que tu travailles actuellement sur un autre livre? Si oui, peux-tu nous en parler? Alors oui, je travaille toujours en fait sur plusieurs projets de livres en même temps, même si généralement je n'écris qu'un livre à la fois. J'ai beaucoup de mal à écrire plusieurs textes en même temps. Donc généralement je travaille sur plusieurs projets mais ils sont toujours à différents stades de développement. Là je suis toujours en train d'écrire le tome 4 de La Semeuse de Vent, mais à côté je planifie aussi d'autres projets d'histoire que je compte écrire une fois que j'aurai terminé La Semeuse de Vent. Les deux principaux projets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment, c'est La Traversée et on va appeler ce projet CDC pour cette vidéo. Alors La Traversée, je vous en ai parlé rapidement dans cette vidéo là. C'est un roman qui se déroule dans une mangrove sur une île pas mal inspirée de Saint-Martin. Je sais actuellement que ce roman comptera seulement un tome, en tout cas je vais tout faire pour ne pas déborder et pour que ce livre ne fasse qu'un seul tome. La Traversée parle d'un groupe de personnages qui doivent traverser une mangrove et se rendre au sommet d'une montagne pour y emmener un jeune homme dans le but de le sacrifier. L'objectif de ce sacrifice, c'est de libérer leur peuple de la prison spatio-temporelle dans laquelle ils sont piégés depuis plusieurs générations. Malheureusement, au sein du groupe lui-même, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas exactement qui elles disent qu'elles sont, ce qui va créer plusieurs conflits entre les personnages durant la traversée. Voici à peu près l'esthétique que j'ai en tête pour ce projet, et c'est en fait ce livre que je compte écrire une fois que j'aurai terminé La Semeuse de Vent. C'est le prochain sur ma liste d'histoires à écrire. Ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est le système magique qui est vraiment très particulier et très complexe, et j'aime aussi beaucoup l'idée d'écrire les relations entre les différents personnages. Pour créer cette histoire, je puise énormément dans ce que je connais. Donc comme je l'ai dit, l'histoire se passe dans un univers très inspiré de Saint-Martin, et je fais aussi plusieurs références au peuple Taïnos, l'un des premiers peuples de la Caraïbe, l'un des peuples autochtones de la Caraïbe. Dans tous les cas, c'est un projet dont je vous reparlerai bientôt puisque c'est le prochain gros projet sur lequel je vais travailler après La Semeuse de Vent. Maintenant, projet CDC. Alors c'est mon fameux projet sur la course à pied. Si vous me suivez depuis un certain temps et si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous m'avez déjà entendu parler plusieurs fois d'un projet de livre fantasy sur la course à pied. Eh bien, c'est ce projet-là. C'est aussi de la fantasy, mais cette fois-ci, je pense que ça va être une duologie. D'ailleurs, j'ai décidé d'écrire ce projet après La Traversée, même s'il est plus avancé en termes de planification, parce que je pense que ça va être une série. En ce moment, les maisons d'édition francophones sont très frileuses en ce qui concerne les séries. Elles ont toujours été frileuses, mais là elles le sont encore plus. Donc j'ai décidé que j'allais essayer de me concentrer un petit peu plus sur l'écriture de romans en un tome plutôt que sur l'écriture de séries. Alors CDC, c'est un projet qui est tout aussi cher à mon cœur que La Traversée, mais pour des raisons différentes. Au cours des 2 dernières années, je me suis vraiment mise à la course à pied, même si je ne cours pas encore en extérieur en hiver. Durant l'hiver, je cours sur un tapis, et comme nous sommes nombreux à le savoir, courir sur un tapis roulant c'est pas très excitant en fait, et donc pour me distraire pendant mes longues séances de course, j'ai imaginé cette histoire. C'est une histoire qui se passe dans un univers qui vénère les coureurs, ou plutôt les coureuses. C'est un peuple qui vit sous terre dans un ensemble de grottes, et les coureuses sont formées à courir dans certaines grottes qui sont remplies d'une eau noire. Ces coureuses sont donc capables de courir sur l'eau noire, et c'est en fait ça la magie dans ce roman. Je ne veux pas en dire plus parce que c'est très difficile de parler de ce projet sans tout révéler, mais voilà un petit peu à quoi l'esthétique de ce roman ressemble. C'est un livre qui va me permettre d'explorer un peu le mindset d'athlète. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je suis en fait très intéressée par la combinaison du genre fantasy et des histoires sportives. Je trouve que c'est une combinaison hyper intéressante et je pense qu'on peut faire tellement de choses vraiment cool avec ça. Et CDC, c'est en fait l'un de mes projets parmi tant d'autres qui combine fantasy et sport, mais le plus abouti de tous. Question suivante. Avec ton expérience de l'écriture de La Semeuse de Vent, prépareras-tu différemment tes potentielles sagas? Alors comme je l'ai dit, je prévois pas d'écrire encore une saga aussi longue en fait que La Semeuse de Vent avant longtemps. J'en ai quelques-unes que j'aimerais beaucoup écrire, mais je pense pas que je vais les écrire
avant quelques années. Mais oui, c'est sûr que ma manière de travailler sera un petit peu différente. Maintenant, je sais exactement de quoi j'ai besoin quand je planifie un roman. Je sais de quoi je vais avoir besoin en fait après pour pouvoir l'écrire. Je sais aussi comment je fonctionne, comment je rédige, quel est mon rythme de rédaction. Et l'une des nombreuses choses que j'ai apprises durant l'écriture de La Semeuse de Vent, c'est vraiment l'importance de prendre des notes pendant que j'écris mon histoire. Je me suis rendu compte en écrivant le tome 3 surtout que je devais souvent relire des passages entiers du tome 1 et 2 pour retrouver certaines informations au sujet de mon univers et des personnages. Plein de choses ont changé dans l'univers durant l'histoire et j'ai pas forcément pris en note tout ce qui a changé, tout ce qui a évolué, tout ce qui est arrivé à mes personnages. Là, j'ai vraiment développé un système en fait pour pouvoir prendre des notes, les retrouver facilement. Peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo si ça vous intéresse. Mais c'est sûr, maintenant, je vais utiliser ce système à chaque fois que je vais écrire une saga. La prochaine question que j'ai reçue est quelles sont les booktubeuses, booktubeurs, je ne connaissais pas ce terme, que tu regardes. Je passe beaucoup de temps sur YouTube. Quand je suis sur internet, généralement je suis sur YouTube, mais étonnamment je ne suis pas beaucoup de booktubeuses, booktubeurs. Avant, il y a très longtemps, j'en suivais vraiment beaucoup, mais il y a une grande partie de youtubeurs que je suivais il y a plusieurs années qui ont juste arrêté leur chaîne. Je dirais que la chaîne booktube que je suis le plus, donc celle que je regarde régulièrement, c'est celle de Elliot Brooks. C'est une booktubeuse américaine qui a une chaîne qui est vraiment focus sur les littératures d'imaginaire. Elle parle pratiquement que de fantasy, de science-fiction et de fantastique. Elle est toujours au courant des derniers livres qui sortent et elle va toujours donner assez rapidement son opinion sur toutes les dernières sorties. Du coup, c'est grâce à sa chaîne que je reste au courant de toutes les nouveautés dans le monde anglo-saxon en termes de littérature de l'imaginaire. On a souvent la même opinion niveau lecture, donc j'aime vraiment beaucoup sa chaîne. Il y a Shailene Wright qui est une auteure-tubeuse, donc elle donne plus des conseils d'écriture, mais elle a quelques vidéos où elle critique des livres et j'aime bien regarder ces vidéos critiques de livres. Elle lit beaucoup ce que les anglo-saxons appellent de la literary fiction, qui est un peu de la littérature générale. Donc j'aime bien regarder ces vidéos où elle parle de ses lectures parce que des fois je trouve des pépites. Et puis sinon il y a le podcast Books Unbound. C'est un podcast qui est disponible sur Spotify, mais on peut aussi le trouver sur YouTube. Et il a été créé il y a plusieurs années par une booktubeuse que je suivais assidûment à l'époque. Et elle a donc créé ce podcast il y a plusieurs années avec l'une de ses amies. Je suis en fait attachée à ce podcast parce que je le suis depuis si longtemps. Elles n'ont pas forcément les mêmes goûts lecture que moi, mais j'aime bien les écouter et les mettre en background quand je fais des choses. Niveau booktube francophone, maintenant je suis plusieurs chaînes, mais honnêtement il n'y en a aucune que je regarde régulièrement, tout simplement parce que la plupart des booktubeuses que je suis n'ont pas du tout les mêmes goûts lecture que moi. J'aime bien le journal d'Anna, qui est une chaîne YouTube que j'ai découverte récemment parce que l'ambiance est hyper cosy. Du côté des booktubeurs québécois maintenant, j'aime bien Sous le ciel, mais à nouveau je ne les suis pas autant que Elliot Brooks, tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes goûts lecture. La question suivante est une question un peu plus personnelle et en plusieurs parties, donc je vais la faire petit bout par petit bout. Premièrement, quelles sont tes autres passions? Par où commencer? Alors il faut savoir que je suis une personne assez obsessive, dans le sens que j'ai tendance à devenir hyper passionnée de trucs, de tout apprendre sur ces choses-là, puis ensuite de me lasser et de passer à autre chose. Pour vous donner un exemple, pendant une partie de ma vie, j'étais hyper fan de Guns N' Roses, donc le groupe de hard rock. Mais quand je vous dis que j'étais fan, c'était vraiment intense. Je sais presque tout ce qu'il y a à savoir au sujet de ce groupe, de ses débuts à aujourd'hui. Pourquoi Guns N' Roses? Je ne sais pas. Il n'y a personne dans ma vie qui écoute Guns N' Roses. Je suis juste devenue fan du jour au lendemain et pendant des années, j'étais passionnée, mais à fond. Et en ce moment, je suis super passionnée par la Formule 1. J'en ai parlé un petit peu en vidéo et je sens que ma passion ne fait que commencer parce que je n'ai pas encore lu tout ce qu'il y a à lire, je ne sais pas encore tout ce qu'il y a à savoir. Et si vous vous demandez qui sont mes pilotes préférés, c'est assez facile je pense, Lewis Hamilton bien évidemment et Charles Leclerc, et j'ai vraiment hâte à 2025 parce qu'ils vont tous les deux piloter pour Ferrari. Sinon en dehors de ces obsessions hyper particulières, je regarde aussi beaucoup de séries télé. En ce moment je regarde beaucoup de séries télé asiatiques, donc les séries chinoises, japonaises, coréennes et aussi thaïlandaises. D'ailleurs, la question d'après c'est est-ce qu'il y a des séries, films, autres qui t'ont donné envie d'écrire des personnages / histoires, inspiration pour le caractère, des développements intéressants? Alors oui, j'ai été beaucoup inspirée par la série Black Sails lorsque j'ai écrit les premières versions de La Semeuse de Vent. J'ai beaucoup été inspirée par l'évolution des différents personnages de la série, en particulier du personnage principal, le capitaine Flint. C'est un personnage qui est obsédé, déchiré par la vengeance, mais qui
réapprend à vivre comme un être humain plutôt que comme un monstre de vengeance, inconsciemment au fur et à mesure que la série avance. Même s'il reste désespérément accroché à son idée de vengeance jusqu'à la fin de la série, jusqu'à ce qu'il soit poussé en fait à y renoncer d'une certaine manière par un autre personnage. Axel, c'est vraiment une de mes séries préférées de tous les temps. Je recommande vraiment beaucoup cette série et elle m'a beaucoup inspirée quand j'ai commencé à écrire La Semeuse de Vent. Une autre série sur la vengeance qui m'a beaucoup inspirée est la série chinoise Nirvana in Fire. D'ailleurs, j'ai un projet d'écriture, un roman que j'aimerais beaucoup écrire dans le futur et le nom de travail de ce projet, c'est Projet Nirvana, en référence justement à cette série. Donc c'est une série qui est un peu, je pense, un classique en termes de série chinoise. Ça parle d'un personnage dont tout le clan a été exterminé et qui revient se venger après plusieurs années où il a disparu d'une certaine manière. C'est un personnage qui se sert de sa grande intelligence pour pouvoir mener à bien sa vengeance, mais qui doit sacrifier des relations qui lui sont précieuses pour aller au bout de cette vengeance. Il sacrifie aussi sa santé. C'est une superbe série, super bien écrite, que je recommande aussi beaucoup. Un roman que tu aurais adoré écrire? Très bonne question. L'Assassin Royal à la surprise de littéralement personne. Et plus précisément, la deuxième trilogie de l'univers en fait de l'Assassin Royal, c'est-à-dire en anglais The Tony Mann Trilogy. Les personnages, l'évolution des personnages, le développement des personnages dans ces 3 livres, les relations aussi entre des personnages et l'évolution de ces relations, en particulier la relation entre Fitz et le fou. J'aimerais un jour pouvoir écrire de cette manière-là. Des conseils pour un déménagement au Québec, avis sur la vie là-bas. Alors comme vous êtes nombreux à le savoir, je suis née en Martinique, j'ai grandi à Saint-Martin, donc j'ai vécu à Saint-Martin de ma naissance jusqu'à mes 17 ans environ. Et à mes 17 ans, après mon bac, je suis venue au Québec, tout d'abord pour étudier. Et puis ensuite, j'ai fini mes études au Québec et j'y vis encore aujourd'hui, donc j'y travaille. Ça va faire très longtemps que je suis au Québec, ça va faire plus de 10 ans maintenant que je suis ici. Donc des conseils que je pourrais fournir aux gens qui voudraient venir ici. Donc comme je l'ai dit, quand je suis venue ici, c'était en tant qu'étudiante, donc j'étais sur un visa étudiant et je sais que les choses ont beaucoup changé depuis en termes de visa pour immigrer, de papiers, etc. Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc un conseil que je peux donner, ce serait vraiment de bien réfléchir à la raison pour laquelle vous aimeriez venir emménager au Québec. Je pense que c'est vraiment important de bien se renseigner avant de venir sur tout ce qui est administration, mais aussi sur la vie ici, le mode de vie. Je pense que c'est vraiment important d'avoir aussi un plan d'immigration, d'avoir un objectif. Le Québec a longtemps été vendu comme cet endroit extraordinaire, plein d'opportunités, une sorte d'Eldorado. Je sais de quoi je parle parce que lorsque j'étais au lycée à Saint-Martin, il y a des universités québécoises qui sont venues faire leur promotion dans nos classes, donc à Saint-Martin. Ils sont venus nous expliquer à quel point le Canada c'était génial. Donc je sais qu'il y a eu une sorte de grande campagne à l'étranger pour promouvoir le Canada, mais il n'y a aucun pays parfait dans ce monde. Il y a des avantages et des désavantages à vivre dans n'importe quel endroit sur Terre. Donc c'est pour ça que je vous dirais de bien réfléchir aux raisons qui vous poussent à vouloir vous installer au Québec. Bien vous renseigner sur le prix des choses ici, parce que les prix ont beaucoup augmenté au cours des dernières années. De bien vous renseigner sur aussi le système de santé, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le système de santé au Québec et au Canada. Donc vraiment de vous renseigner sur tous ces aspects-là, de bien peser le pour et le contre avant de vous lancer dans un projet d'immigration, de déménager en fait au Québec. Les choses que j'aime le plus ici, c'est qu'on peut vraiment faire l'expérience des 4 saisons. Même si j'admets que plus je vieillis et plus j'ai du mal avec l'hiver. Ma saison préférée quand je suis arrivée au Québec, c'était l'automne, et maintenant c'est l'été à 200%. Surtout les mois de novembre-décembre en hiver, je les trouve les plus difficile parce qu'il fait sombre, les journées sont courtes, les nuits sont très longues, le soleil se couche très tôt et souvent la journée il fait gris. J'ai vraiment du mal avec ça et plus je vieillis et plus c'est difficile pour moi mentalement. Mais sinon les autres mois d'hiver, janvier, février, mars, avril aussi, l'hiver est très long ici. Ça va encore. Disons que le froid ne me dérange pas trop, c'est vraiment le manque de lumière des fois que je trouve pénible. Mais ouais, c'est un des aspects du Québec que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on peut vraiment vivre en fait les 4 saisons. J'aime aussi beaucoup le monde du travail ici, même si je n'ai travaillé qu'au Québec de toute ma vie, donc je connais pas vraiment le monde du travail ailleurs. J'aime qu'on puisse facilement changer de job pour trouver mieux. J'aime aussi qu'il y a plusieurs options pour pouvoir se réorienter, qu'on peut retourner aux études si on le souhaite, si on en a les moyens, pour pouvoir complètement changer de carrière à n'importe quel moment de notre vie. Le marché du travail ici n'est pas aussi intéressant qu'il y a 10 ans quand je suis arrivée, mais il y a encore énormément d'opportunités de travail super intéressantes, surtout si on est en région. Et en tant qu'autrice, j'aime aussi le fait qu'on a la possibilité d'avoir accès à plusieurs bourses et aides financières. Par exemple, quand je suis allée aux Utopiales cette année, je n'ai pas du tout payé
pour mon voyage, puisque j'ai eu la chance d'obtenir une bourse du Conseil des Arts et Lettres du Québec, une bourse spécifiquement pour les déplacements. Donc si en tant qu'artiste, auteur, on a besoin de se déplacer pour aller faire la promotion de nos œuvres à l'étranger, il est possible de demander une bourse pour financer ce voyage. Je trouve que c'est vraiment super qu'on ait accès à ce genre d'aide ici. Voilà, je sais pas si cette réponse pourra aider la personne qui m'a envoyé la question, mais merci vraiment pour cette question. Question suivante. Salut Mélodie, j'aurais tellement de questions à te poser, mais bon, je ne voudrais pas te bombarder trop de questions. Envisages-tu faire que des séries fantasy ou parfois aurais-tu plus envie de faire des tomes uniques? J'envisage d'écrire plus de tomes uniques. Comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, les éditeurs des maisons d'édition francophones sont en ce moment un petit peu plus frileux par rapport aux séries. Du coup, j'ai décidé qu'après la semeuse de vent, je vais me concentrer sur des séries plus courtes, donc uniquement des duologies et des tomes uniques. Mon prochain projet d'écriture, ce sera un tome unique, La Traversée, et celui d'après, ce sera probablement CDC, qui est une duologie. Depuis quand te considères-tu comme une autrice? Te présentes-tu comme telle face à un inconnu? Assumes-tu qu'écrire te définisse comme personne? Est-ce arrivé avant ou avec ton premier contrat d'édition? Alors ça, c'est vraiment plusieurs questions super intéressantes. Merci à la personne qui m'a envoyé ces questions. Dans la vie de tous les jours, j'ai commencé à me présenter comme autrice, donc aux personnes que je rencontre dans la vraie vie, seulement après la sortie du premier tome de La Semeuse de Vent. Donc j'ai attendu la sortie de mon livre avant de vraiment m'appeler autrice publiquement. Même si je sais qu'on est auteur dès qu'on écrit quelque chose, puisqu'on va être l'auteur de ce qu'on écrit, le terme auteur ou autrice tout seul, j'ai toujours trouvé que c'était plus lié au métier même. Je sais que les auteurs et les autrices ont du mal déjà à faire comprendre aux gens que être auteur c'est un travail. Donc je me sentais un peu mal à l'aise de me présenter comme étant autrice alors que je n'avais pas encore de livre publié, sachant à quel point c'est difficile pour les auteurs qui ont des livres publiés de faire valoir leur travail. J'avais l'impression de contribuer à la dévalorisation du travail d'auteur en me présentant comme autrice sans vraiment avoir d'histoire publiée, sans vraiment en fait gagner de l'argent grâce à l'écriture. Mais maintenant, même s'il m'arrive de dire oui je suis autrice, quand je rencontre des gens, c'est très rare. Le plus souvent quand je rencontre des inconnus, je ne parle pas du fait que je suis autrice du tout. Si on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, je vais parler de mon autre travail, le travail que je fais à côté de l'écriture et qui me permet de payer mes factures, de vivre, de manger. Lorsque je me présente à des gens que je rencontre comme ça, je ne dis pas que je suis autrice la plupart du temps. Ce n'est pas que j'ai honte d'être autrice, ça ne me dérange pas d'en parler si j'en ai l'opportunité dans la conversation, si on me pose la question. C'est pour ça que la question assumes-tu qu'écrire te définisse comme personne est un peu particulière parce que j'ai des collègues de travail qui ne savent pas que je suis autrice, ou s'ils le savent, c'est parce que je leur ai dit une fois et puis on n'en a plus jamais reparlé après. Disons que l'écriture ne me définit vraiment pas comme personne dans la vie de tous les jours. Je pense que si j'étais juste autrice, donc si j'avais pas de travail à côté, ça me définirait un petit peu plus. Mais c'est ça, à date, ça ne me définit pas vraiment dans ma vie de tous les jours. C'est juste sur internet et ma présence en fait sur les réseaux sociaux qui est vraiment très centrée autour de l'écriture, parce que c'est comme ça que j'ai décidé de me présenter sur internet. Bonjour Mélodie, comment as-tu trouvé une BL et en as-tu sollicité plusieurs? Par BL, je vais assumer que tu veux parler de bêta lectrice. Ça fait très longtemps depuis la dernière fois que j'ai fait appel à des BL. C'était vraiment pour l'une des premières versions du premier tome de La Semeuse de Vent. À l'époque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une publication sur mon Instagram. J'étais très active à l'époque sur Instagram et j'ai reçu quelques réponses et finalement je pense que j'avais environ 4 à 5 bêta lectrice. Ça a été une expérience plutôt intéressante, plutôt formatrice, mais je vais être honnête avec vous, ce n'est pas une expérience que je referais, je ne pense pas. J'ai beaucoup aimé mes bêtas, j'ai aussi beaucoup aimé certains échanges que j'ai eu avec certaines de mes bêtas. Je suis vraiment super reconnaissante qu'elles aient pris le temps de lire mon manuscrit et de me donner leur avis sur mon manuscrit parce qu'elles l'ont fait bénévolement. C'était pas des bêta lectrices professionnelles parce que je sais qu'il en existe. D'ailleurs, je les remercie dans les remerciements en fait de La Respiration du Ciel, même si la version de La Respiration du Ciel qui a été publiée est une version de l'histoire que ces bêta lectrices n'ont jamais lu et qui est très différente en fait de la version qu'elles ont lue. Mais cela étant dit, si un jour j'ai encore besoin de faire appel à des bêta lectrices, je pense que je vais demander à des gens dans mon entourage, je vais demander à des proches, à des connaissances. On dit souvent que ce sont les dernières personnes à qui il faut demander parce que leurs retours ne sont pas objectifs. Mais maintenant, je sais à qui exactement je peux demander dans mon entourage pour recevoir des avis qui vont m'être utiles. Si vous êtes à la recherche de bêta lectrice, je vous recommande de regarder dans les communautés d'écriture en ligne pour commencer. Moi, mon Instagram, en fait, c'était vraiment un Instagram sur l'écriture. Du coup, les personnes qui me suivaient et les personnes que je suivais, c'était des aspirants auteurs aussi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver mes bêta lectrices. Il y a aussi des groupes Facebook, il y a aussi des forums d'écriture.
lecture. Il y a aussi maintenant beaucoup de services de bêta lecture professionnels. Ça peut peut-être être intéressant aussi. Et sinon, n'hésitez pas à demander autour de vous. Si vous connaissez des gens qui aiment lire le genre de livre que vous écrivez, n'hésitez pas à demander à ces personnes leur opinion. Les bêta lectrices, leur retour, ce sera souvent en fonction des questions que vous allez leur poser. Donc réfléchissez bien aux questions que vous voulez poser à vos bêta lectrices, à ce que vous voulez savoir en fait sur votre manuscrit, au genre de retour que vous voulez avoir. Et c'est comme ça que vous pouvez obtenir des avis qui vont vraiment vous aider. Autre question, as-tu été déjà inspiré de ta propre vie pour écrire? Si on parle de personnes et d'événements, la réponse est non. Si on parle de lieux maintenant que j'ai visités, la réponse est oui. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je mets ici et que je mettrai le lien dans la description où je parle des différents lieux qui m'ont inspiré lors de l'écriture de La Semeuse de Vent. Et enfin, la dernière question, alors c'est une question que j'ai gardée pour la fin parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, étonnamment en fait. Je suis surprise que ce soit une question qu'on me pose si souvent et c'est pourquoi la SFF? Pourquoi pas la SFF? La SFF et plus particulièrement la fantasy, c'est un genre littéraire que j'aime énormément, donc je lis beaucoup de fantasy. C'est naturellement le genre d'histoire que j'ai envie d'écrire, c'est naturellement le genre d'histoire que mon imagination imagine. C'est ce que j'ai envie d'écrire, donc c'est ce que j'écris tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les questions. Vraiment merci à nouveau aux personnes qui m'ont envoyé leurs questions, c'était très intéressant de passer à travers ces questions. Cette vidéo est la dernière de l'année. Merci pour tout votre soutien tout au long de l'année 2024. J'ai essayé d'être très régulière cette année et je pense que j'y suis arrivée. J'ai réussi à poster presque toutes les semaines cette année. À certains moments, c'était plus une fois toutes les 2 semaines, tout simplement parce que j'étais trop occupée. J'avais pas le temps de filmer, de monter, etc. Mais je pense que je suis restée pas mal régulière. J'espère que les vidéos que j'ai postées cette année vous ont plu. Il y en a plusieurs que j'ai beaucoup aimé faire, dont je suis très fière. Donc merci pour votre soutien pendant l'année. Merci de vous être abonné à cette chaîne en 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant. Comme la prochaine fois qu'on se verra, on sera déjà en 2025. Je vous souhaite une excellente année 2025. J'espère que 2025 sera une superbe année pour vous, que vous allez pouvoir accomplir tout ce que vous voulez accomplir. De mon côté, je vais prendre quelques semaines de repos, 2 semaines, peut-être même 3. Donc vous ne me reverrez sans doute pas sur YouTube avant la mi-janvier environ. Portez-vous bien tout le monde, je vous embrasse, on se retrouve très vite. Bye!